Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Le Data Vault pour tous. Si vous avez suivi la vidéo précédente, vous savez déjà ce qu'est un hub, un link et un satellite. Aujourd'hui, on va passer un cap très concret, comment les charger, tous les jours de manière automatisée et robuste. Ce que je vais vous montrer ici, ce sont 3 patterns SQL standards que j'utilise personnellement et qui fonctionnent sur n'importe quel modèle Data Vault, quel que soit le métier derrière, client, produit, commande, etc. Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, les logiques techniques qu'il y a derrière, des scripts SQL prêts à l'emploi, et surtout, on finira par une simulation concrète sur 3 jours d'alimentation pour vraiment bien comprendre ce qui se passe dans vos tables. Si c'est le genre de contenu que vous voulez voir plus souvent, pensez à vous abonner ou à me laisser un petit like, ça m'aide énormément à faire vivre la chaîne. Vous avez aussi le lien de mon profil LinkedIn en description si vous voulez échanger après la vidéo. Dans cette vidéo, nous avons fait le choix de précalculer les valeurs de hash, que ce soit le hashKey ou le hashdiff, ainsi que de capturer les métadonnées telles que la date et la source des données directement dans la zone de staging. C'est d'ailleurs une bonne pratique en Data Vault, car elle permet de centraliser et de normaliser ces traitements en amont du chargement dans le modèle. Maintenant, si de votre côté vous ne faites pas ces calculs dans le staging, pas de souci. L'essentiel, c'est de conserver la même logique que celle que nous allons présenter dans cette vidéo. Vous pourrez tout à fait réaliser ces calculs au moment du chargement dans vos scripts d'insertion. Et sans trop tarder, on commence par les hubs. Imaginez que vous avez des données en entrée dans la zone de staging. Chaque jour, elle contient une liste de clients qui ont interagi avec votre système source. Regardons ce qui se passe côté logique. Dans ce flux, on commence par extraire de les staging une liste distincte de hashkeys qui est l'identifiant technique calculé à partir de la clé métier. Ensuite, on vérifie si ce hashkey existe déjà dans la table cible hub. S'il existe déjà, on ne fait rien. S'il est nouveau, on l'insère dans le hub. C'est un insert only. Jamais de mise à jour, jamais de suppression. C'est la base du Data Vault. Alors, si on met cette logique en pratique, ça va nous donner un SQL qui ressemble beaucoup à ce code. Ici, donc, on cherche les données nécessaires pour le hub à partir de sa table source en staging. Le distinct garantit qu'on ne charge qu'une seule fois chaque clé métier. Le not exist vérifie que la clé n'est pas déjà présente dans le hub, et on insère dans le hub uniquement les nouvelles entrées. Prenons en exemple le chargement de hub client. Le premier jour, 3 enregistrements avec des clés de hachage distinctes sont insérés dans le row vault avec les clés métiers correspondantes, la source et une date de chargement au pas 1 2025. Le jour suivant, les mêmes 3 enregistrements sont identifiés sans changement, mais un nouvel enregistrement apparaît dans les staging. Il est ajouté au row vault en tant que 4e business key avec une LDTS à la date correspondante à la capture, à savoir le 2/1 2025, signalant une nouvelle arrivée de données dans le système. Le 3e jour, aucune nouvelle hashkey n'est détectée. Les mêmes 4 enregistrements sont présents dans la staging et ne nécessitent pas d'insertion supplémentaire dans le row vault car il n'y a pas de changement de contenu égal, pas de nouvelles clés. Lors du 4e jour, 2 nouveaux enregistrements font leur apparition dans les staging. Ils sont ajoutés au row vault avec les clés métiers accompagnés d'une nouvelle LDTS datée du 4/1 2025. Cela reflète l'intégration continue de données nouvelles dans l'entrepôt. Un petit rappel, un hub peut être alimenté par plusieurs tables sources et par plusieurs systèmes sources. Il n'existe pas de priorité ou d'ordre prédéfini dans le déclenchement des chargements. Le premier arrivé est le premier servi. La logique reste la même, quelle que soit la source, quel que soit le hub. Passons au link. Cette fois, notre but est de documenter une relation. Par exemple, le client X a passé la commande Y. Le flux est similaire. On lit la staging, on extrait les relations uniques avec leur link hashkey, puis on vérifie si cette relation existe déjà dans la table link. Si c'est une nouvelle relation, on l'insère. Sinon, on ignore. Si on met cette logique en pratique, ça va nous donner un SQL comme celui-là. Alors, on cherche les données nécessaires pour le link à partir de sa table source en staging. Le distinct garantit qu'on ne charge qu'une seule fois chaque relation entre les clés métiers. Le not exist vérifie que la clé unique de cette relation n'est pas déjà présente dans le link, et on insère dans le link uniquement les nouvelles relations. Prenons en exemple le chargement de link client-produit.
Le premier jour, 3 enregistrements de liens sont chargés depuis la staging dans le row vault. Chacune des relations relie les deux hubs avec une LDTS commune au 0101-2025. Les données reflètent les premières associations détectées dans le modèle de link. Le jour suivant, aucune nouvelle donnée n'est observée en staging et par conséquent, aucun lien supplémentaire n'est ajouté au row vault. Le troisième jour, 2 nouveaux liens sont identifiés en staging, introduisant de nouvelles connexions entre les hubs. Ces liens sont intégrés dans le row vault avec une LDTS du 0301-2025, indiquant une nouvelle vague de relations métiers entre entités. Lors du 4e jour, un nouveau lien apparaît, connectant une nouvelle relation. Il est inséré dans le row vault avec une LDTS au 0401-2025. À ce stade, l'ensemble des liens présents reflète l'évolution des relations capturées au fil des jours. Un petit rappel ici aussi, c'est que la source d'une table link contient les quais des hubs associés. Il ne faut pas oublier que cette source doit absolument alimenter les hubs afin de ne pas créer des orphelins, c'est-à-dire des quais des hubs qui existent dans le link et qui n'existent pas dans le hub. On entre dans la partie la plus fine. Le satellite va stocker les attributs métiers et surtout leur évolution dans le temps. On a plusieurs étapes. On va chercher déjà à partir de notre satellite cible. La dernière version connue dans le SAT pour chaque hash-key. Vu qu'on historise les données dans les satellites, on peut avoir plusieurs situations. Ce qui nous intéresse, c'est la dernière situation. On lit les données de staging avec l'ensemble des attributs descriptifs qui seront stockés dans le satellite. On compare. Si le hdiff a changé, donc c'est qu'au minimum, un des attributs de satellite a changé. Et donc, on insère une nouvelle ligne. Le hdiff, c'est tout simplement un hash calculé à partir des valeurs des attributs. En SQL, ça nous donne ça. Une première partie pour capter la dernière situation de chaque hash-key de mon satellite cible, puis une comparaison et une insertion de nouveaux mouvements. Dans la clause where, si la ligne est nouvelle, hdiff du satellite est nul. Si elle est modifiée, hdiff du staging différent du hdiff du satellite. Et dans les deux cas, on insère une nouvelle version dans le satellite. On passe à l'exemple. Le premier chargement, 3 enregistrements sont chargés dans le row vault depuis la staging. Chaque ligne contient un hash-key, 2 attributs, une LDTS au uni1 2025 et un hdiff représentant le hash différentiel des attributs. Ces valeurs reflètent l'état initial des données pour chaque clé métier. Le jour suivant, un changement est détecté dans un des attributs. Donc, le nouveau hdiff diffère de celui du jour précédent, signalant une modification dans les attributs. Une nouvelle version est insérée dans le row vault avec une LDTS au 2/1 2025. Le troisième chargement, 2 nouveaux enregistrements apparaissent. D'abord, un changement d'attribut, donc un nouveau hdiff et une nouvelle ligne dans mon satellite pour tracer un changement au 0301-2025. Et une toute nouvelle ligne, un nouveau hashkey avec un nouveau hdiff qui donne lieu à une nouvelle ligne ajoutée avec ses attributs propres dans le row vault. Ainsi, le row vault conserve ainsi toutes les évolutions détectées au fil du temps. Et enfin, et pareillement au link, la source qui alimente un satellite doit absolument alimenter son objet parent, quel que soit hub ou link, afin de ne pas créer des orphelins. Tous ces patterns sont réutilisables, robustes et automatisables. Vous pouvez même aller plus loin et construire des générateurs de code SQL basés sur un catalogue de métadonnées qui décrit les champs sources et les cibles correspondantes. Et n'oubliez pas, ce modèle vous permet de mettre vos traitements quotidiens sur pilote automatique en gardant une parfaite traçabilité des données. Et c'est tout l'esprit du Data Vault. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les patterns de chargement en Data Vault, pensez à laisser un pouce bleu, ça fait vraiment la différence. Vous pouvez aussi retrouver tous les schémas de cette vidéo et les scripts SQL dans la description YouTube, ainsi qu'un lien vers mon profil LinkedIn pour continuer la discussion ou me poser vos questions. Et je passe à la fin de cette vidéo
pour vous montrer comment on peut aussi automatiser les tests après les chargements. La vérification automatisée des données constitue une étape incontournable pour assurer la qualité et la cohérence des chargements. Chaque table cible, qu'il s'agisse d'un hub, d'un link ou d'un satellite, est soumise à une série de tests automatiques immédiatement après son chargement, afin de confirmer que les données issues de la staging sont correctement intégrées dans la Rovolt. Le framework de test repose sur une logique de réconciliation entre les données mises en staging et celles effectivement chargées. Chaque contrôle génère un compteur d'erreurs, dont les résultats peuvent être centralisés dans un tableau de bord de monitoring. Même une seule erreur est considérée comme un signal fort justifiant l'arrêt du traitement. Et grâce à la parallélisation des étapes de chargement de la Rovolt, les vérifications peuvent s'exécuter en parallèle avec d'autres chargements, sous réserve que les dépendances intertables soient respectées. Toutefois, pour une même source de données, une nouvelle exécution ne pourra être lancée qu'après la complétion et la validation des tests de l'exécution précédente. Ces tests s'exécutent de manière autonome dès qu'un chargement est terminé. Une exception concerne les vérifications des clés orphelines qui exigent que la table concernée ainsi que ses tables parentes, hub ou link, soient toutes mises à jour avant validation. En cas d'anomalie détectée, le processus est interrompu immédiatement pour permettre une analyse et correction rapide. On distingue ici 4 grands types de contrôles, applicables à chaque composant du modèle. Les nuls inattendus, hub et les links. On ne doit jamais avoir des nuls. Pour les satellites, attention aux HDIF et HKey. Et les métadonnées. Le deuxième test automatisé, c'est les doublons. La définition d'un hub est claire. Une liste unique de clés métiers par entité métier. Donc c'est impossible de retrouver des doublons de business keys et des hashkeys. Idem pour les links. Pour les satellites, pas de doublons pour le couple HKey et LDTS. Le troisième type de test automatisé possible, c'est la vérification des orphelins. Les links sans hub, c'est-à-dire une relation qui pointe sur un HKey inexistant dans le hub, et les satellites sans hub ou sans link, ce qui correspond à des données descriptives sans entité référente. C'est très critique. Ces erreurs sont souvent dues à un oubli d'alimentation d'objets. Enfin, une vérification de différence entre source staging et cible Rovolt. L'objectif, comparer les données insérées en DataVault et détecter les hashkeys manquants, les HDIF différents, s'il y a des enregistrements rejetés sans raison apparente. Résumé, ces contrôles vous permettent de valider votre chargement, tracer les écarts et surtout avoir confiance dans votre entrepôt de données. Et voilà, maintenant vous savez non seulement comment charger un hub, un link et un SAT avec les bons scripts SQL, mais aussi comment vérifier que vos chargements sont fiables et propres. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans la maîtrise du modèle DataVault, je vous prépare une suite qui va vous plaire. Dans le prochain épisode, je passe le relais à Victor, notre expert maison en modélisation avancée. Il va vous détailler les différents types de links, leurs spécificités techniques et fonctionnelles, le SIMAS link, les links hiérarchiques et même des cas particuliers qu'on rencontre souvent. Pourquoi c'est important ? Parce que dans un vrai projet, tout ne se résume pas à un lien simple entre deux entités. Il faut parfois représenter une relation d'équivalence ou des liens imbriqués qui reflètent une organisation arborescente. Ce sera technique, concret et orienté bonne pratique, toujours avec l'approche terrain qu'on garde sur cette chaîne. Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas rater la sortie, ou suivez-moi sur LinkedIn pour avoir la notif dès qu'elle est publiée. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très vite pour continuer à professionnaliser vos pipelines DataVault.